Il est temps maintenant de saluer Marlénie qui a quitté sa Colombie natale il y a 12 ans pour venir vivre en France. Sa passion, les objets. Sa profession, les dénicher et les revendre. Et elle a l'œil affûté. La preuve avec l'objet de facture exceptionnel qu'elle apporte en salle d'expertise. Découvrons son histoire sans plus tarder. Marlénie, bonjour. Bonjour, enchantée. Ah, Marlénie qui a un petit accent étranger, vous venez d'où? Je suis colombienne, D'accord. Et vous vivez dans les Landes. dans le Land, Mont-de-Marsan. Vous avez choisi la bonne région. Vous êtes brocanteuse. Oh oui, madame. Vous avez toujours été brocanteuse? Non, ça fait depuis pratiquement 4 ans. Oui. J'aime beaucoup Oui. tout ça. D'accord. Donc vous passez votre temps à chiner pour trouver des objets. Oui, c'est Et ça. vous avez dégoté ces pièces magnifiques chez un particulier, je crois. Oui, c'est un particulier, un monsieur Oui. qui a vécu les États-Unis. Il a vécu avec les années 50, 60. Aux d'accord. États-Unis. Ouais. Parce que ce sont des pièces qui ne sont pas françaises. Alors, si, mais c'est une pièce de commande, c'est-à-dire que ça a été fait spécialement pour le marché de l'exportation. C'est-à-dire que c'est une famille étrangère qui l'a commandé. Pourquoi? Parce que vous avez un poinçon d'exportation qui se trouve un petit peu partout, qui est tout petit, qui représente une tête du dieu Mercure. C'est un poinçon qui a été utilisé entre 1840 et 1879. Donc ça permet de dater déjà la pièce de cette période de production. Et vous avez un poinçon d'orfèvre qui est un E. Hugo. Donc c'est Émile Hugo, qui était un orfèvre, qui travaille à Paris sous Napoléon III. Entre 1800, il est reçu maître vers les années 1853 et il va continuer à travailler jusqu'en 1880. Donc en fait, on a ces indications, donc on sait que c'est complètement dans la période de Napoléon III. Mais on a quelque chose de plus intéressant aussi sur cette pièce, c'est notamment un blason, une armoirie qui est ici, qui est en fait une armoirie d'alliance. C'est un mariage. C'est un mariage entre deux personnes de nationalité étrangère. Donc là, au niveau de l'armoirie, on a pu les identifier, aussi grâce à vous, parce que vous aviez fait aussi un travail en ce sens. Donc ça représente l'alliance d'un diplomate d'une famille d'origine espagnole, les Tejada, avec une famille qui est aussi d'origine espagnole, qui s'appelle les Montbarré de Fumal. Et c'est le mariage en 1854 de cet homme avec cette femme. Et cet homme est important parce que c'est une famille d'origine espagnole, mais qui est déjà anoblie depuis le XVe siècle. Mais c'est une grande famille de diplomates. Et ils vont se marier, ils vont s'installer à Anvers. Et sur ces pièces, il y a aussi des symboles de son métier, de son statut social. En quoi? Parce que qu'est-ce qu'il faut pour être diplomate? Il faut beaucoup de souplesse. Vous avez le roseau, qui est représenté partout. Là, notamment, qui est tenu par une nymphe, et la nymphe qui symbolise le roseau et qui tient le roseau. Donc, c'est la souplesse d'esprit, etc., savoir un petit peu manœuvrer. Et puis, vous avez cette plante-là, avec un feuillage très particulier qu'on appelle la sagittaire. C'est le centaure, donc c'est la puissance et c'est l'intellect. Donc, en fait, on est en face de quelqu'un qui a voulu marquer dans la pièce de commande, parce que c'est lui quand même qui l'a choisi pour son union avec son épouse, il a mis des symboles de son statut social, la puissance, la diplomatie, l'intellect. Et puis bien sûr, on a aussi ce goût un petit peu exubérant, il y a un petit côté effectivement peut-être un peu espagnol. Alors on est très dans l'influence française, mais on est aussi en plein Napoléon III, donc c'est le goût de l'éclectisme, de l'historicisme. Donc on mélange des choses, tous les répertoires décoratifs pour faire quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Donc on a ce broc, et ce bassin, c'est pour se laver les mains. Avant de passer à table, c'est quand même le chic, on se lave les mains. À l'époque, il n'y avait pas les lavabos. Donc, on nettoie. Donc, quelqu'un tient effectivement en gants blancs. Voilà. Et, voilà, on va vous recevoir à un dîner chez les Tejada. Et puis, donc, Sophie, on va vous nettoyer les mains, bien sûr, comme ça. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi on met aussi des gants blancs quand on manipule l'argenterie? C'est parce qu'en fait, avec l'humidité de nos mains, on laisse des traces. Et nos mains sont naturellement un peu humides et un peu grasses. Donc, ça évite de nettoyer sans arrêt les pièces d'argenterie. Donc, généralement, même pour les séances photo, on est toujours, nous, les commissaires-priseurs, avec des gants. Donc, ça symbolise ces deux nymphes. Autour de cette armoirie, là, vous avez effectivement tout le répertoire décoratif d'un Napoléon III avec les feuilles d'acanthe, qui est un grand classique. Vous avez un masque de chimère. Et on retrouve la plante, la sagittaire, un petit peu partout, comme des feuilles un peu aquatiques. Là, un joli panier garni, très d'inspiration Louis XVI. Et puis également, vous avez des petits instruments à vent, donc c'est l'allégresse, c'est le bonheur. Et puis, vous avez des choses très classiques, avec les filets de perles. Donc,
Ici, une couronne de laurier, c'est aussi un statut social, avec des rubans croisés. Bref, des motifs de vagues. On est vraiment dans la quintessence. Et puis aussi, la puissance du lion. Hein. Voilà, on est dans des symboles. Alors, il y a une clientèle pour ce type d'objet? Parce qu'on est effectivement dans le spectaculaire, dans la grande décoration. Le regard est tout de suite attiré. Il y a une qualité de sculpture due à la technique, notamment. Vous voyez ces personnages qui sont en léger relief. Alors, pour travailler l'argenterie, il y a 2 techniques pour créer ça. Soit on travaille au repoussé, c'est-à-dire à l'économie, on va repousser de l'intérieur. Soit on fait de l'applique. Ça, c'est de l'applique, c'est-à-dire c'est de la soudure. Donc c'est comme de la sculpture qu'on va souder sur la pièce. Donc techniquement, c'est beaucoup plus difficile à faire et ça coûte beaucoup plus d'argent à réaliser. Donc on est en face quand même d'une pièce un peu exceptionnelle. Et l'orfèvre est un orfèvre très connu alors, au 19e? C'est un orfèvre qu'on voit régulièrement sur des pièces d'époque Napoléon III. Il a fait un petit peu tout, des couverts, il a fait des plats, des choses. C'est un orfèvre qu'on voit assez régulièrement, mais c'est rare, effectivement. Ça fait un peu pièce d'exception, si vous voulez. Ça fait un peu sa pièce de maîtrise, on va dire. À signaler aussi, Sophie, des pliures, hein, des choses comme ça. Vous voyez, c'est des chocs. Ça, c'est tombé par terre. Oui. Là, parce qu'on va vous le dire, hein, les acheteurs, ils vont être... Vous les avez pesées, ces pièces? Oui, en totalité, on est à plus de 3 kilos d'argent. 3 kilos 0,77. Alors, Là, vous on avez attend une une fente. estimation. Alors, par rapport à la restauration, c'est pas grand-chose. Un bon restaurateur sait le faire. Ça coûte un peu d'argent, mais c'est pas catastrophique. En fait, elle est tombée et elle a créé une fente. Tout ce qui est bosse, tout ce qui est fente, c'est jouable. Donc, vous dites combien? 2500 €, Sophie, pour cette pièce datée de 1854. 2500 €. Vous attendiez à ça? Oui. Bon, alors, on est content. C'est bon. Surprise, alors. C'est tout droit. Merci, à Merci vous. beaucoup. Au revoir. Belle vente à vous. Super contente. Et oui, il a fait une recherche super formidable. Je suis très contente. Oui, il est bien dans l'estimation. Il n'y a rien à dire, ça commence bien. Espérons alors pour Marlénie que cette histoire se poursuivra tout aussi bien en salle des ventes lors des enchères pour son ensemble en argent.